Papa, tu comprends qu'on ne peut plus s'occuper de toi à la maison, n'est-ce pas? Les mots de mon fils aîné, David, ont tranché l'air glacial de décembre alors que nous nous garions devant Sunset Manor, une maison de retraite que je n'avais jamais vue de ma vie. Le moteur du SUV ronronnait encore doucement, mais mon cœur battait si fort qu'il couvrait tous les autres bruits. Je pensais que nous allions passer Noël ensemble, murmurai-je en regardant par la fenêtre passager le bâtiment en briques avec ses discrètes pancartes annonçant « Soins spécialisés pour personnes âgées ». Et nous le ferons, papa, dit Jennifer, ma fille, en se retournant depuis le siège conducteur avec ce sourire forcé que je connaissais depuis qu'elle était enfant. Nous viendrons te rendre visite demain, pour Noël. Nous avons même apporté quelques cadeaux. Je m'appelle Rob, j'ai 75 ans et je viens de découvrir que mes 2 enfants adultes me considèrent comme un fardeau dont ils peuvent se débarrasser. 3 jours plus tôt, ils se sont présentés chez moi, à Cleveland, en parlant de « surprise spéciale pour Noël » et en me demandant de faire une petite valise. Je n'aurais jamais imaginé que la surprise serait de m'abandonner. Après le décès de ma femme Margaret il y a 1 an, j'ai continué à vivre dans la maison où nous avions élevé notre famille pendant 42 ans. Ce n'était pas un manoir, mais elle avait tout ce qui comptait, des souvenirs dans chaque pièce et un jardin que je maintenais impeccable même pendant les hivers rigoureux du Midwest. C'est alors que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. David et Jennifer, qui m'appelaient à peine 2 fois par mois, ont commencé à venir me voir chaque semaine. Ils me parlaient toujours de ma mémoire défaillante, du fait que la maison était trop grande pour une seule personne, et de leur inquiétude pour ma sécurité. « Papa, et si tu tombes quand tu es seul ?» insistait David, échangeant des regards avec sa femme Kelly. « Et s'il y a une urgence médicale au milieu de la nuit ?» ajoutait Jennifer, d'un ton condescendant qui me faisait me sentir comme un enfant. Je répondais que j'allais bien, que je conduisais encore, que je cuisinais et que je m'occupais de la propriété sans problème. Je leur montrais le jardin bien entretenu, les factures payées à temps, le réfrigérateur bien rempli. Ils échangeaient simplement ces regards que je faisais semblant de ne pas voir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Margaret et moi avions été méticuleux avec nos finances toute notre vie. Quand elle est partie, elle a laissé une assurance vie substantielle qui me garantissait un confort total. Les enfants ne m'ont jamais posé de questions sur l'argent, et je n'en ai jamais parlé. C'était peut-être une erreur de ma part de croire que l'amour était inconditionnel. La semaine avant Noël, David est venu seul, avec un sourire trop large. Il a parlé de réunir la famille, de combien ce serait spécial d'être tous ensemble après la première année sans leur mère. On vient te chercher jeudi, papa. Mais quelque chose de beau. On t'a préparé une surprise incroyable, m'a-t-il dit avec un enthousiasme qui aurait dû m'alerter. J'étais enthousiaste. J'ai préparé une petite valise avec des vêtements propres, mes médicaments pour la tension, une photo de moi avec Margaret pendant notre lune de miel et j'ai mis mon manteau d'hiver préféré, celui qu'elle m'avait offert pour notre dernier anniversaire de mariage. Dans la poche intérieure de ce manteau, il y avait un billet de loterie que j'avais acheté presque sans y penser 3 jours auparavant. L'employé de la boulangerie du quartier m'avait dit « Monsieur Rob, vous avez l'air chanceux aujourd'hui ». S'il avait su à quel point il avait raison. Lorsque David et Jennifer sont venus me chercher, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. Ils n'avaient pas amené leurs petits-enfants. La voiture n'était pas décorée pour Noël. David parlait trop vite et évitait mon regard. Malgré tout, je suis monté dans le SUV avec confiance, croyant sincèrement que c'était l'excitation liée à la surprise qu'ils avaient préparée. Le trajet fut étrangement silencieux. Je ne reconnaissais pas le chemin. Nous avons quitté la banlieue familière de Cleveland et traversé des zones commerciales que je fréquentais rarement. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant Sunset Manor, mon estomac s'est noué. « Que faisons-nous ici ?» ai-je demandé, ma voix trahissant ma panique grandissante. « Papa, nous en avons déjà parlé, » soupira David. « Tu ne peux plus vivre seul. Ici, on prendra bien soin de toi. » « Nous n'en avons jamais parlé, » protestai-je. « Vous aviez dit que nous allions fêter Noël en famille. »« Et nous allons le fêter, » l'interrompit Jennifer. « Nous viendrons te rendre visite demain. Regarde, nous avons même acheté des cadeaux que tu pourras ouvrir ici. Il y aura d'autres personnes de ton âge, des activités. » La trahison était si totale, si calculée, que je ne pouvais même pas pleurer. Je regardais simplement les 2 adultes que j'avais élevés, éduqués et aimés inconditionnellement, et je ne les reconnaissais pas. « S'il vous plaît, murmurai-je, ne me faites pas ça. Je peux prendre soin de moi-même. » David regarda sa montre avec impatience. « Tout est déjà réglé, papa. Quant à la maison, Jennifer et moi avons décidé qu'il valait mieux la vendre. L'argent couvrira les frais ici. » C'est là que j'ai tout compris. Il ne s'agissait pas de mon bien-être. Il s'agissait de la propriété. Il s'agissait de se débarrasser du problème et d'en tirer profit. Alors qu'il souriait, pensant m'avoir parfaitement contrôlé,
J'ai gardé mon expression abattue. Il ne se rendait pas compte que j'avais déjà catalogué mentalement chaque mot cruel, chaque manipulation calculée. Et dans la poche de mon manteau, il y avait quelque chose qui allait tout changer. Si vous vous demandez comment se termine cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car le rebondissement qui s'annonce va transformer cet abandon cruel en la vengeance la plus satisfaisante que vous ayez jamais vue. Le billet de loterie que mes enfants ignoraient que je possédais était sur le point de m'apporter bien plus que de l'argent. Il allait me donner le pouvoir de leur enseigner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Je suis descendu du SUV au ralenti, comme si je vivais un cauchemar. Le vent glacial de décembre me cinglait le visage, mais mon engourdissement émotionnel était bien pire que n'importe quel froid physique. David a pris ma petite valise dans le coffre tandis que Jennifer me tenait le bras, comme si elle craignait que je ne m'enfuis en courant. À la réception du Sunset Manor, une femme d'âge moyen m'a souri avec cette efficacité professionnelle que j'avais déjà vue dans les hôpitaux et les pompes funèbres. « Bienvenue, Monsieur Robb. Nous vous attendions », a-t-elle dit en feuilletant quelques papiers sur son bureau. « Vos enfants ont déjà rempli tous les documents. » C'est alors que la réalité m'a frappé comme une gifle. Non seulement ils avaient tout planifié, mais ils avaient également rempli les papiers à l'avance. Ce n'était pas une décision de dernière minute motivée par l'inquiétude. C'était une opération calculée. « Papa », m'a dit David en se tournant vers moi avec ce sourire forcé que je connaissais depuis son adolescence, le même qu'il affichait lorsqu'il cassait quelque chose à la maison. « Tout est réglé. Nous viendrons te rendre visite demain matin, c'est promis. Nous avons même apporté des cadeaux de Noël spéciaux. » Jennifer a rapidement hoché la tête, évitant tout contact visuel direct. « Tu vas aimer cet endroit, papa. Il y a du bingo le mardi, des séances de films anciens. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement observé mes deux enfants adultes, David, 45 ans, vice-président des ventes dans une compagnie d'assurance, et Jennifer, 42 ans, responsable marketing dans une start-up technologique, me traiter comme si j'étais un problème professionnel qu'ils avaient enfin réussi à externaliser. « Monsieur Robb », intervint gentiment l'employé, « puis-je vous montrer votre chambre ? Le dîner est servi à 17h30. » David me donna une accolade rapide et mécanique. Jennifer fit de même, en murmurant « C'est pour ton bien, papa. » Puis ils sont partis, retournant à la chaleur du SUV, retournant à leur vie bien organisée, me laissant derrière eux comme une affaire enfin réglée. L'employé, qui s'est présenté sous le nom de Nancy, m'a conduit dans un couloir qui sentait le désinfectant et la nourriture d'institution. Ma chambre était petite, avec 2 lits étroits. L'un était occupé par un homme âgé qui dormait profondément, ronflant doucement. « Voici votre lit, Monsieur Robb », m'a dit Nancy en me montrant le lit près de la fenêtre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, appuyez simplement sur ce bouton rouge. » Quand elle est sortie, je me suis assis sur le bord du lit dur, mon manteau toujours à la main. Par la fenêtre, je pouvais voir la neige commencer à tomber plus fort. C'était la veille de Noël et je me trouvais dans une chambre d'asile, partageant l'espace avec un inconnu, trahi par ses propres enfants. Toute cette nuit-là, allongé dans un lit qui n'était pas le mien, écoutant des bruits inconnus dans un endroit qui n'était pas ma maison, je n'ai pas réussi à dormir. Je repassais simplement les derniers mois dans ma tête, à la recherche de signes que j'aurais dû remarquer. Les visites surprises avaient toujours lieu lorsque je m'occupais du jardin ou que je rangeais les papiers de Margaret. David et Jennifer venaient plus souvent ensemble, parlant toujours de projets d'avenir et de qualité de vie. Je comprenais maintenant qu'ils faisaient une reconnaissance, évaluant ma maison, ma routine, mes capacités mentales. En fait, ils avaient été méticuleusement cruels dans leur exécution. Pendant des semaines, ils ont semé le doute sur mes compétences. « Papa, tu as oublié de fermer la porte d'entrée à clé hier », m'a dit David lors d'une visite. J'étais absolument certain de l'avoir fait, mais il a tellement insisté que j'ai commencé à douter de ma propre mémoire. « Tu as répété la même histoire 3 fois pendant le dîner dimanche dernier », a ajouté Jennifer à une autre occasion. Là encore, je savais que je ne l'avais pas fait, mais leur persistance a commencé à me faire douter. Ce qui m'a vraiment brisé, c'est de réaliser qu'ils avaient utilisé mon deuil de Margaret contre moi. « Papa, tu ne gères pas correctement la perte de maman », m'a dit Jennifer lors d'une de ses visites de préoccupation. « Tu t'isoles, tu ne t'occupes pas correctement de la maison. » C'était un mensonge éhonté. Je vivais mon deuil exactement comme n'importe quelle personne normale l'aurait fait. J'avais des jours difficiles, bien sûr, mais je continuais à payer mes factures, à entretenir la maison, à conduire sans problème. Margaret et moi avions toujours été organisés. Elle avait laissé des instructions claires sur tout, de l'assurance à l'entretien des rosiers dans le jardin. Mais mes enfants ont construit un récit commode dans lequel j'étais un veuf en déclin mental qui avait besoin d'une aide professionnelle. Et plus je protestais, plus ils soulignaient mon agressivité croissante comme preuve de détérioration cognitive.
Le matin de Noël est arrivé dans un silence pesant. Je me suis réveillé au bruit de la télévision dans le salon. Quelques résidents s'y étaient rassemblés pour regarder une messe de Noël diffusée par une chaîne catholique. Je ne voulais pas les rejoindre, mais je ne supportais pas non plus de rester seul avec mes pensées. Je me suis traîné jusqu'au salon, essayant de paraître moins misérable que je ne me sentais. Un homme âgé aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui sur le canapé usé. « C'est votre premier matin ici ?» m'a-t-il demandé d'une voix douce. « Ça se voit à votre expression. Je m'appelle Arthur, je suis ici depuis 2 ans. » J'ai acquiescé, ne faisant pas confiance à ma voix. À la télévision, des images de familles heureuses célébrant Noël autour de sapins alternaient avec des publicités de magasins annonçant des soldes d'après-fête. Chaque image était comme du sel sur une plaie ouverte. « Mes enfants ont promis de venir me rendre visite aujourd'hui, » murmurai-je, plus pour moi-même. Arthur me regarda avec cette expression de quelqu'un qui a déjà vu cette histoire auparavant. « Bien sûr qu'ils sont venus. Le premier jour, ils viennent toujours. C'est les jours suivants que les choses se compliquent. » C'est alors que quelque chose changea dans la programmation télévisée. « Et maintenant, les résultats du tirage spécial méga million de Noël », a annoncé une présentatrice souriante. Instinctivement, j'ai mis la main dans la poche intérieure de mon manteau, sentant le billet froissé qui s'y trouvait. Je n'avais pas vraiment d'espoir, c'était juste une distraction momentanée. J'ai sorti le billet et l'ai lissé, tandis que les numéros commençaient à être annoncés. Première boule, 7. J'ai regardé mon billet. Ça correspondait. Deuxième, 15. Il était là aussi. Troisième, 23. Quatrième, 32. Cinquième, 41. Sixième, 56. Mon souffle s'est arrêté. J'ai regardé le billet à nouveau, puis l'écran, puis le billet. Impossible. Le billet gagnant a été vendu à Cleveland, dans l'Ohio, a poursuivi l'animatrice avec enthousiasme. Le prix est de 320 millions de dollars. 320 millions de dollars. Tous les numéros de mon billet correspondaient parfaitement. Arthur a remarqué mon agitation et a regardé le billet dans mes mains tremblantes. Bon sang, a-t-il murmuré en vérifiant les numéros à l'écran. Monsieur, vous venez de gagner à la loterie. Pendant qu'Arthur appelait Nancy et d'autres employés pour vérifier le billet, que les téléphones sonnaient et que les gens se précipitaient pour confirmer l'authenticité, je sentais un calme étrange m'envahir. Mes enfants pensaient se débarrasser d'un fardeau financier. Ils ne se doutaient pas qu'ils venaient de créer l'adversaire le plus dangereux de leur vie. Le timing était si ironique qu'il semblait providentiel. Abandonné la veille de Noël, multimillionnaire le jour de Noël. David et Jennifer étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé l'homme qu'ils avaient créé. Et dans ma poche, ce bout de papier de 5 $ était sur le point de devenir l'outil de justice le plus puissant que je puisse imaginer. Les heures suivantes passèrent à toute vitesse. Nancy appela le directeur de Sunset Manor, qui appela la direction de l'entreprise, qui appela ses avocats. Des employés surgirent de nulle part, offrant du café, des biscuits et des sourires qui n'existaient pas 12 heures auparavant. « Monsieur Robb », a dit le directeur, un homme petit et chauve nommé Peterson que je n'avais pas encore rencontré, nous voulons nous assurer que vous bénéficiez de tout le soutien nécessaire. Nous pouvons vous fournir un transport sécurisé vers la destination de votre choix, une protection supplémentaire, tout ce dont vous avez besoin. Je l'ai regardé avec la même expression neutre que j'avais depuis mon arrivée. Merci, mais je suis bien ici pour l'instant. Peterson cligna des yeux, visiblement perplexe. Les hommes qui possèdent 320 millions de dollars ne choisissent généralement pas de rester volontairement dans des maisons de retraite. Bien sûr, bien sûr. Nous voulons simplement que vous sachiez que vos options sont désormais illimitées. Arthur, qui était resté à mes côtés pendant tout ce chaos, murmura « Bien joué. Laisse-les croire que tu ne sais pas quoi faire. Cela te laissera le temps de planifier. » Vers 2 heures de l'après-midi, mon téléphone portable a commencé à sonner sans arrêt. David d'abord, puis Jennifer. Les messages arrivaient toutes les 5 minutes. « Papa, on t'a vu à la télévision. C'est incroyable. On arrive tout de suite. Papa, quelle merveilleuse nouvelle. On peut discuter des prochaines étapes? Papa, nous devons nous assurer que tu es bien conseillé. Ne prends pas de décision précipitée. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis contenté d'observer les numéros s'accumuler sur l'écran, cataloguant mentalement le ton croissant de désespoir déguisé en inquiétude. À 3 heures, une équipe de journalistes locaux est arrivée. Peterson a tenté de les en empêcher, mais je suis intervenu. Je voudrais donner une interview, ai-je annoncé calmement. Monsieur Robb, a protesté Peterson, vous feriez peut-être mieux de consulter un avocat d'abord. Je suis pleinement capable de discernement,
ai-je répondu fermement. Et j'ai quelque chose à dire. La journaliste, une jeune femme nommée Amanda Chen de WK Cleveland, m'a rejoint dans le salon. Elle avait fait ses recherches. Elle savait que j'avais été abandonné dans une maison de retraite moins de 24 heures auparavant. Monsieur Robb, a-t-elle commencé avec une empathie sincère, quelle extraordinaire succession d'événements. Comment vous sentez-vous? Ironique, ai-je répondu en regardant directement la caméra. Hier, mes enfants m'ont dit que j'avais besoin de soins spécialisés parce que je n'étais plus capable de prendre des décisions seul. Aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais pris l'une des meilleures décisions financières de ma vie en achetant ce billet de loterie. Amanda a immédiatement compris qu'elle avait entre les mains une histoire bien plus importante. Vous dites que vous avez été amené ici contre votre gré. J'ai été trompé et j'ai signé des documents de transfert de ma maison alors que je croyais signer des papiers d'assurance maladie, ai-je expliqué calmement. Mes enfants m'ont amené ici la veille de Noël sous prétexte d'une fête de famille. Ils m'ont dit qu'ils vendraient ma maison pour payer cette institution. L'expression d'Amanda passa de la curiosité professionnelle à un véritable choc. Et vos enfants sont-ils au courant de la loterie? Pas encore, répondis-je en esquissant un petit sourire. Mais j'imagine qu'ils la regardent en ce moment. Au cours de l'interview, j'ai calmement raconté chaque détail de la trahison. Les visites de plus en plus fréquentes et critiques, les allusions peu subtiles à ma détérioration mentale, la falsification des documents, l'abandon cruel la veille de Noël. David, Jennifer, ai-je dit en regardant directement la caméra, j'espère que vous avez bien profité de la soirée de Noël chez moi. Car les choses sont sur le point de changer radicalement. À la fin de l'interview, Amanda m'a donné sa carte de visite. Monsieur Robb, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Cette histoire doit être racontée dans son intégralité. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 40 minutes après la diffusion en direct, David et Jennifer ont fait irruption dans la maison de retraite comme une tornade de panique à peine dissimulée. « Papa !» s'est exclamé David, le visage rouge d'agitation et de sueur malgré le froid de décembre. « C'était quoi cette interview? Pourquoi avez-vous dit ces horribles choses à notre sujet à la télévision ?» Jennifer était visiblement bouleversée, ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de paraître calme. « Papa, les gens nous appellent. Nos voisins, nos collègues, tout le monde a vu. Tu nous as fait passer pour des monstres. » Je gardais une expression absolument neutre. Je n'ai fait que rapporter les faits. Y a-t-il quelque chose de factuellement incorrect dans ce que j'ai dit? Tu déformes tout, protesta David, sa voix montant d'une octave. Nous étions inquiets pour toi. La maison était trop grande. Tu étais isolé après la mort de maman. Théorie intéressante, les jeux interrompus. Alors dites-moi, quand exactement aviez-vous prévu de me consulter à propos de cette décision? Avant ou après m'avoir trompé pour que je signe les papiers de transfert? Le silence qui a suivi était assourdissant. Jennifer a regardé David, David a regardé le sol. « Papa, » murmura finalement Jennifer, « pouvons-nous en discuter à la maison? En famille? » Quelle maison, Jennifer? Celle que vous avez vendue sans mon consentement? Nous ne l'avons pas encore vendue, s'empressa de préciser David. Nous pouvons tout annuler. Écoutez, nous avons manifestement commis une erreur de communication. Une erreur de communication, répétai-je lentement. C'est ainsi que vous appelez la fraude maintenant. C'est alors qu'Arthur, qui observait discrètement la scène de l'autre côté de la pièce, s'approcha. « Excusez-moi, dit-il poliment, mais puis-je suggérer que cette conversation se poursuive dans un endroit plus privé? D'autres résidents essaient de se reposer. » David l'ignora complètement, mais Jennifer le regarda avec irritation. « Excusez-moi, qui êtes-vous? » Arthur Morrison, se présenta-t-il avec dignité. « Je réside ici depuis 2 ans. J'ai été témoin de toute la situation de votre père depuis hier soir. »« Témoin de quoi exactement ?» demanda David d'un ton agressif. Arthur sourit calmement. L'arrivée soudaine d'un homme clairement désorienté et trahi, abandonné ici la veille de Noël par des personnes en qui il avait confiance. Et j'ai également été témoin de sa transformation en un homme déterminé à obtenir justice. Jennifer fit une grimace. « Monsieur Arthur, avec tout le respect que je vous dois, vous ne connaissez pas notre famille. Ce sont des questions privées. » Elles étaient privées, ai-je corrigé, jusqu'à ce que vous décidiez de les rendre publiques en m'abandonnant ici. Maintenant, ce sont des questions qui intéressent beaucoup de gens, y compris mon nouvel avocat. « Votre avocat ?» a demandé David en déglutissant. J'ai sorti une carte de visite de ma poche, celle qu'Arthur m'avait prêtée, celle de son propre avocat, un spécialiste des droits des personnes âgées. Michael Goldberg.
spécialiste des fraudes contre les personnes âgées et des détournements de fonds. Très expérimenté dans les affaires impliquant la manipulation familiale. Mes enfants ont complètement pâli. « Papa » a murmuré Jennifer, « ça ne doit pas se passer comme ça. Nous sommes ta famille. » « La famille ne trompe pas » ai-je répondu en me levant de ma chaise. « La famille n'abandonne pas. La famille ne vole pas. » Je me dirigeais vers ma chambre, m'arrêtant seulement pour ajouter « Vous avez créé cette situation lorsque vous avez décidé que j'étais un obstacle dont vous pouviez vous débarrasser. Vous allez maintenant découvrir exactement quel genre d'obstacle peut devenir un homme de 75 ans avec 320 millions de dollars. » Arthur m'a suivi, laissant David et Jennifer paralysés dans le salon. « Bien joué » a-t-il murmuré lorsque nous sommes arrivés dans le couloir. « Mais j'espère que tu as un vrai plan, car ils n'abandonneront pas facilement. » J'ai regardé par la fenêtre du couloir, voyant la neige continuer de tomber sur Cleveland. Quelque part dans la ville, mes enfants étaient probablement en train de se regrouper, planifiant leur prochaine stratégie pour contrôler la situation. « Oh, Arthur !» répondis-je avec un sourire que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, « tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. » Dans la poche de mon manteau, en plus du billet de loterie qui avait tout changé, se trouvait un petit enregistrement que j'avais discrètement fait de la conversation que je venais d'avoir. Une preuve supplémentaire de ces tentatives de manipulation, cette fois capturée dans un enregistrement audio cristallin. David et Jennifer pensaient connaître le père qu'ils avaient élevé. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé l'homme qu'il était devenu. Le lundi suivant, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Non pas à cause de l'insomnie ou de l'anxiété, mais parce que j'avais du travail à faire. Alors que le reste de Sunset Manor dormait encore, j'ai appelé Michael Goldberg. « Monsieur Robb », sa voix semblait étonnamment alerte pour une heure aussi matinale. « Arthur m'a fait part de votre situation. Je dois vous voir dès aujourd'hui. » 2 heures plus tard, Michael est arrivé à la maison de retraite avec un porte-documents en cuir et une expression déterminée. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, portant des lunettes à monture fine et dégageant cette présence calme que les bons avocats cultivent. « Tout d'abord, » a-t-il dit en ouvrant son porte-documents sur la table du salon, « nous devons établir votre capacité mentale. Vos enfants vont prétendre que vous n'étiez pas dans votre état normal lorsque vous avez acheté le billet ou donné cette interview. » J'y ai déjà pensé, ai-je répondu en lui tendant une enveloppe scellée. Rapport médical complet établi la semaine dernière par mon cardiologue, le Dr Harrison. Tous les tests cognitifs, physiques et mentaux. Des résultats parfaits pour mon âge. Michael examina les documents, les sourcils légèrement haussés. Impressionnant. Vous avez anticipé ce coup. Michael, j'ai passé 45 ans comme ingénieur civil. Je ne construis rien sans fondation solide. Et mes enfants viennent de découvrir qu'ils ont gravement sous-estimé la structure qu'ils ont tenté de démolir. Pendant les 3 heures qui ont suivi, nous avons passé en revue chaque document que David et Jennifer m'avaient fait signer. Michael a tout photographié, enregistré mon témoignage détaillé et établi une chronologie complète de la manipulation. C'est un cas classique de fraude envers les personnes âgées, a-t-il conclu. Mais plus sophistiqué que d'habitude. Ils ont étudié les techniques de manipulation mentale, d'isolement progressif, de création de doutes sur la compétence mentale. Cela a été planifié pendant des mois. Et maintenant, nous jouons aux échecs alors qu'ils jouent encore aux dames. Michael m'a expliqué notre stratégie par étapes. Premièrement, une mesure conservatoire bloquant toute vente ou transfert de la propriété. Deuxièmement, des poursuites pénales pour fraude et détournement de fonds. Troisièmement, une action civile pour préjudice moral et indemnisation. Mais monsieur Robb, a-t-il marqué une pause, je dois vous demander quelles sont vos intentions réelles. Avec 320 millions de dollars, vous pouvez simplement acheter une meilleure maison et passer à autre chose. Pourquoi chercher à obtenir justice devant les tribunaux? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, observant les autres résidents dans la cour extérieure. Certains en fauteuil roulant, d'autres avec des déambulateurs, tous apparemment oubliés par des familles trop occupées. Parce que, Michael, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toutes les personnes âgées qui ont vécu des situations similaires sans avoir les moyens de se défendre. Mes enfants doivent faire face à des conséquences réelles, pas seulement à une gêne temporaire. Il a souri pour la première fois depuis son arrivée. Je comprends. Alors nous allons monter un dossier exemplaire. Pendant que Michael classait des documents, je dressais ma propre liste mentale. Il y avait des détails sur David et Jennifer qu'ils ne savaient pas que je connaissais. Comme le fait que David avait menti sur sa situation financière. J'avais découvert grâce à un voisin qu'il avait contracté des emprunts risqués pour financer un train de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Ou Jennifer,
qui avait été licencié de la start-up technologique 3 mois auparavant pour désaccord stratégique, mais qui continuait à faire semblant d'avoir un emploi pour sauver les apparences. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient désespérés. Et les gens désespérés commettent des erreurs. Mardi, David a appelé 5 fois. Jennifer a envoyé 7 messages. Tous ignorés. Mercredi, ils se sont présentés à la maison de retraite sans prévenir. Papa. David était visiblement agité, nous devons parler de tes projets financiers. Une telle somme d'argent nécessite une gestion professionnelle. J'ai déjà une gestion professionnelle, ai-je répondu calmement. Qui? A demandé Jennifer avec une urgence mal dissimulée. Des personnes compétentes. C'est là que David a commis sa première grande erreur. Écoute, papa, nous savons que tu es en colère contre nous, mais ne sois pas irrationnel. Nous sommes ta famille. Qui d'autre va s'occuper de tes intérêts? Question intéressante. Ai-je répondu en sortant mon téléphone portable. Michael, peux-tu nous rejoindre? Mon fils David a quelques questions à propos de la gestion financière. Leurs visages ont pâli lorsque Michael est entré dans la pièce. Même si c'était mardi après-midi, il portait un costume impeccable et tenait cette mallette en cuir qui était devenue mon symbole de protection juridique. David, Jennifer, dit Michael poliment, ravi de vous rencontrer enfin. Votre père m'a tellement parlé de vous. Et qui êtes-vous exactement? Demanda David, sa voix trahissant sa nervosité. Michael Goldberg, spécialiste des droits des personnes âgées et de la fraude familiale. Je représente votre père dans toutes les affaires juridiques liées au transfert frauduleux de propriété et à l'abandon. Le silence qui suivit était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau. Abandon? Jennifer tenta de rire, mais le son qui sortit était étranglé. Nous n'avons abandonné personne. Nous avons emmené notre père dans une maison de retraite spécialisée par souci sincère. Théorie intéressante, répondit Michael en ouvrant son porte-documents. J'ai ici des documents montrant que vous avez transféré la propriété de Monsieur Robb sans son consentement éclairé, vidé certains de ses comptes bancaires mineurs. Oui, nous avons découvert cela aussi, et l'avait abandonné ici la veille de Noël sans aucune procédure médicale justifiant son hospitalisation. David et Jennifer échangèrent des regards paniqués. De plus, poursuivit Michael, nous avons des enregistrements de vos tentatives d'intimidation et de manipulation depuis que votre père a gagné à la loterie. Des enregistrements? Demanda David en déglutissant. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai diffusé quelques secondes de la conversation de dimanche dernier. Leurs propres voix ont résonné dans la pièce. Papa, ne sois pas irrationnel. Nous sommes ta famille, qui d'autre va s'occuper de tes intérêts? La technologie moderne, ai-je commenté. Des applications d'enregistrement activées par commande vocale. Très pratique. Jennifer tremblait visiblement. Papa, c'est un piège. Tu ne peux pas nous enregistrer sans notre permission. En fait, intervint Michael, l'Ohio est un État à partie unique, ce qui signifie qu'un seul participant à la conversation doit consentir à l'enregistrement. Ton père avait tout à fait le droit de le faire. David a tenté un dernier coup. Écoutez, il y a manifestement un malentendu. Nous pouvons régler cela en famille, sans avocat, sans tribunaux. Vous pouvez, oui, ai-je répondu en me levant. En me rendant immédiatement à ma maison, en transférant tous les comptes que vous avez touchés, en présentant des excuses publiques et en vous engageant à payer tous les frais juridiques que j'ai déjà engagés. Et, ajouta Michael, 1 an de travaux d'intérêt général supervisés dans des maisons de retraite pour chacun. Des travaux d'intérêt général? Protesta Jennifer. C'est humiliant. Pas plus humiliant que d'abandonner votre père âgé la veille de Noël, répondis-je froidement. David a essayé de s'approcher, les mains tendues en signe de supplication. Papa, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous avons commis des erreurs, mais nous pouvons les réparer. Famille, répétai-je lentement. Savez-vous ce que j'ai découvert ici, à Sunset Manor? Une vraie famille. Arthur, qui m'a offert son amitié sans rien attendre en retour. Nancy, qui m'a traité avec dignité alors que vous m'aviez rejeté. D'autres résidents qui ont partagé leurs histoires sans me juger. Je fis une pause, les regardant droit dans les yeux. Vous avez été mes plus grandes déceptions. Mais vous avez aussi été mes meilleurs professeurs sur ce que la famille ne devrait pas être. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, j'entendis Michael expliquer les prochaines étapes juridiques. Les délais, les documents, les conséquences potentielles. Leurs voix s'éloignèrent à mesure que je m'éloignais. Dans ma chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai regardé par la fenêtre. La neige avait cessé de tomber, mais le froid était toujours intense. J'ai pensé à Margaret, à combien elle serait fière de la façon dont j'avais géré la situation.
Elle disait toujours que j'avais un esprit stratégique, mais un tempérament trop doux pour mon propre bien. Si vous pensez que cette histoire de justice et de détermination ne fait que commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car le véritable rebondissement est encore à venir, et lorsque David et Jennifer découvriront la portée réelle de ce que j'ai mis en mouvement, ils se rendront compte qu'ils ont sous-estimé non seulement un père, mais un homme qui a passé des décennies à perfectionner l'art de construire des structures indestructibles. Arthur frappa à la porte et entra avec 2 tasses de café. « Comment s'est passée la réunion » demanda-t-il en me tendant une tasse. « Productive » répondis-je. « Michael est compétent. Mes enfants commencent à comprendre la gravité de la situation. Et toi, comment te sens-tu » Je réfléchis à la question tout en savourant mon café. Déterminé. Pour la première fois depuis des mois, complètement déterminé. Dans le tiroir de ma table de chevet, j'ai soigneusement rangé un nouvel enregistrement, celui de la réunion avec Michael et des confessions accidentelles de mes enfants. Une preuve supplémentaire qui serait cruciale dans les jours à venir. David et Jennifer pensaient avoir affaire à un vieil homme confus, victime d'un coup de chance inattendu. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient affaire à un ingénieur à la retraite avec 45 ans d'expérience en planification détaillée, des ressources financières illimitées et, pour la première fois de sa vie, la motivation personnelle d'utiliser les 200 restrictions. Le jeu n'avait pas seulement commencé. J'avais déjà 3 coups d'avance, et ils ne s'étaient même pas rendus compte que leur première pièce avait déjà été retirée de l'échiquier. Le jeudi suivant, Michael est arrivé à la maison de retraite avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange d'admiration professionnelle et de quelque chose qui s'apparentait à une crainte révérentielle. « Rob », a-t-il dit en s'asseyant sur la chaise à côté de moi, « nous avons obtenu bien plus que ce que nous espérions. » Bien plus. Au cours des 72 dernières heures, notre enquête avait mis au jour un réseau d'activités douteuses qui allait bien au-delà de ce que David et Jennifer m'avaient fait subir. Michael avait découvert qu'ils avaient utilisé des techniques similaires avec d'autres membres de la famille au cours des 5 dernières années. « Votre cousin Harold à Phoenix », expliqua Michael en ouvrant un dossier épais. 82 ans, démence précoce. David a convaincu la famille qu'Harold devait signer des papiers d'assurance, mais en réalité, il a transféré la propriété d'Harold à une société à responsabilité limitée gérée par Jennifer. J'ai senti mon estomac se nouer. Harold a toujours été gentil avec moi quand nous étions enfants. Et votre tante Dolores attend pas. Jennifer a proposé de l'aider avec ses finances, après qu'elle se soit cassé la hanche. 3 mois plus tard, Dolores se retrouvait dans une maison de retraite publique, tandis que sa maison de 200 000 $ était vendue pour couvrir les frais médicaux. L'ampleur de l'opération m'a laissé sans voix. Ce n'étaient pas seulement des enfants cupides, c'étaient des prédateurs systématiques qui s'en prenaient aux personnes âgées vulnérables de leur propre famille. Michael, ai-je dit lentement, cela change tout. Il ne s'agit plus de ma vengeance personnelle. Il s'agit de protéger d'autres personnes. Il acquiesça gravement. Exactement. C'est pourquoi je dois te dire ce que nous avons découvert hier soir. Michael ouvrit son ordinateur portable et me montra une série de mails échangés entre David et Jennifer au cours des 3 derniers mois. Des conversations détaillées sur la maximisation du retour sur investissement parental, le partage des actifs récupérés et les plans d'expansion de leurs opérations vers d'autres États. Ils ont une liste, dit Michael en pointant un fichier Excel à l'écran. 17 personnes âgées dans 6 États différents. Des parents éloignés, des connaissances de la famille, d'anciens collègues de travail. Tous possèdent des biens de valeur et se trouvent dans des situations familiales qui se prêtent à la manipulation. Pendant que je digérais cette information, Michael reçut un appel. Il parla rapidement à voix basse, puis raccrocha avec une expression sombre. C'était mon détective privé. David vient d'arriver à votre banque, essayant d'accéder à un compte que vous auriez autorisé hier. Quel compte ? Un compte fantôme qu'ils ont créé en utilisant votre nom et votre numéro de sécurité sociale. Avec une procuration falsifiée datée d'il y a 2 mois, avant votre détérioration mentale. Ils ne savent pas que le gain à la loterie a automatiquement invalidé toute procuration antérieure. Je sentis une rage froide m'envahir. Ils essaient de voler l'argent de la loterie. Pire. Ils essaient de prouver que vous étiez mentalement incapable lorsque vous avez donné cette interview à la télévision. S'ils parvenaient à accéder au compte fantôme, ils argueraient que votre confusion financière prouve votre incapacité mentale. À ce moment-là, j'ai compris que David et Jennifer ne m'avaient pas seulement trahi, ils avaient mis en place un stratagème élaboré de fraude aux personnes âgées qui s'étendait sur plusieurs années. Et maintenant, ils étaient prêts à tout pour que cela continue. Michael, est-il temps de mettre notre plan à exécution ? Il est grand temps. C'est maintenant ou jamais. Au cours de l'heure qui a suivi, Michael a passé une série d'appels pendant que j'observais par la fenêtre. Le FBI pour dénoncer une fraude interétatique.
Le procureur général de l'État pour dénoncer un crime organisé familial. Le fisc pour dénoncer une évasion fiscale. Chaque appel ajoutait une nouvelle couche au réseau que nous tissions autour de mes enfants. Mais l'appel le plus important a été celui passé au Cleveland Sun, le plus grand journal d'investigation de la région. Amanda Chen, a répondu la journaliste qui m'avait interviewé. Amanda, c'est Rob Thompson. Avez-vous quelques minutes pour écouter une histoire qui vous vaudra des prix journalistiques? 30 minutes plus tard, Amanda était à la maison de retraite avec un photographe et du matériel d'enregistrement. Michael avait tout organisé dans les moindres détails. Documents certifiés, chronologie vérifiée, preuves irréfutables. Monsieur Rob, a déclaré Amanda après avoir examiné le matériel, c'est la plus grande opération de fraude familiale que j'ai jamais documentée. 17 victimes, plus de 2 millions de dollars de biens volés. Et cela se passe en ce moment même, ai-je ajouté. Pendant que nous parlons, mes enfants tentent d'accéder à des comptes frauduleux en utilisant mon nom. Amanda regarda Michael. Avez-vous les preuves bancaires? Toutes numériques, toutes horodatées. Et nous avons autre chose. Michael passa un enregistrement sur son téléphone. La voix de David résonna clairement. Jennifer, si nous parvenons à prouver que le vieil homme est confus au sujet de l'argent, nous pouvons annuler l'interview télévisée et invoquer l'incapacité mentale pour la loterie également. Où avez-vous trouvé ça? Demanda Amanda. Dans le téléphone de la voiture de David. Techniquement, il appartient à l'entreprise pour laquelle il travaille, donc nous n'avons pas besoin de mandat pour l'enregistrer. Amanda sourit pour la première fois depuis son arrivée. Monsieur Rob, puis-je diffuser cette histoire ce soir? Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose. Au cours des minutes qui suivirent, j'expliquai mon projet d'utiliser l'argent de la loterie pour créer une fondation de protection des personnes âgées. Aide juridique gratuite, enquête sur les fraudes familiales, soutien aux victimes. Mes enfants pensaient qu'ils volaient un homme confus, conclus-je en regardant directement la caméra. En réalité, ils finançaient la lutte contre le type de crime qu'ils commettent. L'histoire a été diffusée à 6 heures du soir. Vers 6h15, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. D'abord David, puis Jennifer, puis des numéros inconnus qui étaient probablement des avocats qu'ils avaient engagés à la hâte. J'ai laissé tout le monde aller sur la messagerie vocale. À 18h30, Arthur a couru jusqu'à ma chambre. Rob, tu dois voir ça. Tout de suite. Dans le salon, des dizaines de résidents étaient rassemblés autour de la télévision. À l'écran, David et Jennifer étaient menottés et emmenés de leurs maisons respectives par des agents du FBI. Arrêtés pour fraude interétatique, falsification de documents et complot en vue de commettre des crimes contre des personnes âgées, a déclaré la journaliste en direct. L'opération s'est étendue à 6 États après des plaintes qui ont commencé avec le cas d'abandon familial que nous avons rapporté cette semaine. En regardant mes enfants être embarqués dans des voitures de police, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction que justice soit faite, tristesse que nous en soyons arrivés là. Arthur s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. Comment te sens-tu? Soulagé, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des mois, complètement soulagé. À l'écran, la caméra a fait un gros plan sur la maison de David, mon ancienne maison, tandis que des agents transportaient des cartons contenant des preuves. La propriété était scellée avec du ruban jaune, mais je savais que dans quelques jours, elle serait officiellement à nouveau à mon nom. Michael est apparu à mes côtés, légèrement essoufflé. Rob, je viens de recevoir un appel du bureau du procureur fédéral. Ils veulent votre entière coopération. En échange, ils vous offrent l'immunité totale et la protection des témoins si nécessaire. Et les autres? Harold, Dolores, les autres victimes? Récupération totale des biens, plus dommages-intérêts punitifs. Nous parlons d'une restitution complète pour les 17 victimes. Ce soir-là, alors que la maison de retraite s'était enfin calmée, je me suis assis sur le bord de mon lit pour réfléchir aux événements de la journée. En moins d'une semaine, j'étais passé du statut de vieillard abandonné à celui de catalyseur d'une opération fédérale de lutte contre la fraude. Mon téléphone portable a vibré, m'annonçant un message d'Amanda Chen. Monsieur Rob, 3 autres familles nous ont déjà contactés pour signaler des situations similaires. Votre courage incite d'autres personnes à parler. J'ai répondu, ce n'est que le début. Arthur a frappé doucement à la porte et est entré avec 2 tasses de thé. Pour l'homme qui a déclaré la guerre à la fraude familiale, a-t-il dit en me tendant une tasse. Nous avons ri ensemble, mais c'était un rire chargé de sens. En 7 jours, ma vie avait été bouleversée, puis reconstruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. David et Jennifer pensaient avoir affaire à un père confus et vulnérable.
Ils ont découvert qu'ils avaient affaire à un ingénieur à la retraite qui avait passé 45 ans à construire des structures indestructibles. Et lorsqu'ils ont appliqué cette même mentalité systématique à la recherche de la justice, les résultats ont été dévastateurs. Dans le tiroir de ma table de chevet, j'ai soigneusement rangé les premiers documents de la Fondation Thomson pour la protection des personnes âgées. J'avais déjà reçu des appels d'avocats spécialisés désireux d'apporter leur contribution, d'anciennes victimes proposant leurs témoignages et d'enquêteurs expérimentés prêts à travailler bénévolement. Ce qui avait commencé comme une vengeance personnelle était en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. David et Jennifer n'avaient pas seulement perdu leur liberté, ils avaient involontairement créé le catalyseur d'une révolution dans la protection juridique des personnes âgées. Et tout cela parce qu'ils avaient gravement sous-estimé ce qu'un homme déterminé, doté de ressources illimitées et d'une cause juste, pouvait accomplir. Le jeu ne s'était pas seulement terminé par ma victoire. Il s'était transformé en quelque chose qui continuerait à avoir un impact sur des vies bien après mon départ de ce monde. 6 mois plus tard, j'étais assis sur le banc du tribunal fédéral, regardant le juge lire la sentence finale. David, 12 ans de prison fédérale. Jennifer, 10 ans. Remboursement complet pour les 17 victimes, plus des dommages-intérêts punitifs totalisant 4,2 millions de dollars. Les actes des accusés, a déclaré le juge, constituent l'une des opérations de fraude familiale les plus systématiques que cette Cour ait jamais jugées. La vulnérabilité délibérée des personnes âgées est particulièrement méprisable. En sortant du tribunal, j'ai trouvé Arthur qui m'attendait dans la Cadillac qu'il avait achetée la semaine précédente. Mon cadeau à l'homme qui était devenu mon meilleur ami. « Comment vous sentez-vous » m'a-t-il demandé alors que nous retournions au centre-ville. « Complet », ai-je répondu honnêtement. La Fondation Thomson pour la protection des personnes âgées était devenue une organisation nationale. 16 bureaux dans 12 États, 43 avocats spécialisés et une ligne d'assistance téléphonique accessible 24 heures sur 24 qui avait déjà aidé plus de 300 familles. Michael dirigeait désormais notre division juridique tout en conservant son cabinet privé. Amanda Chen avait remporté un prix Pulitzer pour sa série d'enquêtes sur la fraude familiale qui avait commencé avec mon histoire. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre manuscrite de David en prison. 2 pages d'excuses, de regrets et de demandes de pardon. J'ai répondu par une seule phrase. Profitez de ce temps pour découvrir qui vous voulez vraiment être. Je ne l'ai pas envoyé par cruauté, mais par espoir sincère. Certaines personnes ont besoin de tout perdre pour retrouver leur humanité. Jeudi dernier, j'ai officiellement emménagé dans mon ancienne maison. Chaque pièce avait été restaurée exactement comme Margaret l'avait laissé. Dans le jardin, j'ai planté un jardin commémoratif pour toutes les victimes de fraude familiale. 17 rosiers différents, chacun représentant une vie qui a failli être détruite. Aujourd'hui, c'est à nouveau la veille de Noël. Arthur et moi allons dîner au Sunset Manor avec d'autres résidents qui sont devenus ma famille de cœur. Nancy sera promue directrice administrative la semaine prochaine. En vérifiant les derniers emails de la Fondation, je souris en lisant les récits de victoire. Une dame de l'Oregon a récupéré sa ferme, un homme du Texas a dénoncé ses enfants qui volaient sa pension, une famille entière du Michigan s'occupe désormais correctement de sa matriarche de 90 ans. Si cette histoire de transformation et de justice vous a inspiré à ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment d'autres personnes ont trouvé la force dans les situations les plus désespérées. Car parfois, notre plus grande trahison devient notre plus grande opportunité. David et Jennifer pensaient se débarrasser d'un fardeau. En réalité, ils ont créé le catalyseur d'une révolution qui continue de protéger des milliers de personnes âgées à travers le pays. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, ils purgeaient leurs peines dans des prisons fédérales différentes. Moi? Eh bien, je viens de signer des contrats pour développer notre fondation à l'international. Qui aurait cru qu'un billet de loterie oublié dans la poche d'un vieux manteau deviendrait le germe du plus grand réseau de protection des personnes âgées en Amérique? La vengeance la plus douce n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi extraordinaire que notre douleur se transforme en un objectif qui transcende les générations. Hey. I just won 6,000 points in a battle royale on marbles.
Ghost EMF Bank Cruci, Ghost Throw Drone Bank. Damn, that was something. Come on, guys, do you walk through the salt? Oh no. This that I wanted, the photo can. Now, time for the hard part. Finding the bone. I don't think it was a Raiju. I could be wrong, but I don't think it was a Raiju now. Not speeding up around electronics. Well, we can factor out a few things while we're waiting. Alright. Sort of Wraith. Sort of Rev. Not a Phantom, it's not an Oni from what I've seen. It's not a Raiju. It's not a Spirit. Not a Moray or Hontu. Not a Dern. Heavens, that's not a Banshee, it's not a Deogen. Could be a Myling. It is very quiet at a distance. It's not an Obambo, it's not a Thay. Not a Mimic. I don't think it's twins because it's normal basic speed. I got 2 smudges. Alright.
Just blew out the firelight. What have I got? I've got those all done apart from one, which we're gonna get the bone. Those all done and those all done. Gotta find the bone. Now back to the old ways. The bone could literally be under any of these bags, by the way. Also, do you want me to change the change the screen back so it's not backwards? Or you just fine having a laugh at it? They need a bonometer. I don't know, I got a Bethy. This is apparently Bethy's favorite part of any sort of Phasmophobia game. Finding the bone. Hey, Bethy. Fine. Exactly. See, she loves finding the bone. I don't want to go mop. Someone give me motivation. Gamer, go mop. Otherwise, I'll take away your mods. Is that motivation enough? Not love finding a bone because bones are fun. See? I mean, wait, what? Lol, Bethy. Good having you back. How are you feeling? Are you feeling better? That's fine. Hey, you wanted motivation. I gave you an ultimatum. That's motivation enough. Go pouting out here. You asked for it. You feeling okay? That's good. Now, is okay means I'm not feeling okay, but I'm just going to tell you I'm feeling okay, or are you actually feeling okay? Touché, but I was also being a brat. Yeah, I know. And I was being a duck. Sure, Bethy. Sure. We'll go off the second enter. Uh-huh. Are you sure that's the answer you want to go with, Bethy? Are you sure about that? That's just cruel. No, it's not. I want your answer just to be honest. That too much to ask. Looking out here, aiming his B mods.